Comment ça va? Comment allez-vous? Les images commencent à sortir. Voyons si cela peut être confirmé, parce que vous savez comment ça se passe. Il y a un très grand intérêt à ce que l'accord prenne fin. Il y a aussi un très grand intérêt à ce que l'accord continue. Il y a donc deux idées très différentes sur ce qu'il faut faire au Moyen-Orient, sur ce qu'il faut faire dans ce conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Et face à cela, il peut évidemment aussi y avoir des choses qui ne sont pas réelles, ou même qui sont inventées. Ils essaient de rendre cela réel, mais seulement temporaire. Par exemple, deux choses attirent mon attention aujourd'hui. L'une d'elles, c'est qu'ils commencent à rapporter des soi-disant coups de feu. Cela se passe dans la partie nord d'Israël. Ce serait en soi-disant des roquettes lancées par Hezbollah. Pour le moment, l'accord tient toujours. C'est-à-dire que cela m'indique qu'ils n'ont pas accordé d'importance à cela, ou que ce sujet n'aura tout simplement plus d'importance. En même temps, Hezbollah a rapporté aujourd'hui. Il a déclaré il y a quelques heures que, leur accord non plus ne les intéresse pas. Autrement dit, ni Israël ni Hezbollah ne s'en soucient. Alors comment veulent-ils demander une pause dans cette zone? Et qu'ils basent l'accord là-dessus, ou au moins que ce soit l'une des bases. Et ils disent aussi, s'ils se tirent dessus, l'accord ne peut continuer. Il y a donc ici quelque chose d'intéressant. Il y a plusieurs points que je veux que nous abordions. Tout d'abord, le groupe terroriste Hezbollah, un groupe radicalisé depuis longtemps qui rend, il se joint, à toutes ces attaques menées en Iran ou par Hamas ou les Houthis ou peu importe qui. Un groupe chiite que, selon le régime lui-même aujourd'hui, représente les chiites au Liban, mais pas seulement cela, aussi une autre partie de la population, selon eux. Le point, c'est qu'ils posent des conditions face à cette possibilité. Ce que dit Hezbollah, c'est qu'ils ne vont pas se désarmer en premier lieu. C'est-à-dire, c'est ce que dit le leader du Hezbollah au Liban, Naïm Qassem, qui a plusieurs fois été annoncé comme mort, mais en réalité ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Il affirme que le désarmement n'aura pas lieu, donc ils garderont leurs armes. Et il pose même des conditions pour toute négociation avec Israël. Parmi ces conditions, il y a le fait qu'ils ne veulent pas se désarmer. C'est le principal reproche d'Israël à ce groupe. Ils exigent leur désarmement, car ils utilisent surtout leurs armes pour attaquer Israël. Du moins, c'est en partie ce qu'on essaye de convenir en ce moment. Maintenant. Que se passe-t-il pour que l'accord continue? Et non seulement il continue, mais il y a des mouvements très curieux où commencent à apparaître des réactions à l'intérieur de l'Iran. Tout le monde mise sur la même idée. Non seulement que l'accord continue, mais il y a déjà des rapports selon lesquels une lettre publique a été publiée. Ce Mokhtar Aminei, le guide suprême, publie une lettre publique. Allons dans le détail. Que dit la lettre? Et ensuite, nous passerons à d'autres sujets. La lettre de Mokhtar Aminei, le guide suprême, fils d'Ali Aminei, comme vous le savez, qui n'est pas apparu publiquement, dont on n'a pas entendu la voix, qui n'a été vu sur aucune image, ne dit pas ce qui suit. Depuis le jour où il est guide suprême, depuis quelques jours avant le 28 février, on ne sait rien de lui, à part quelques petites lettres, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avons montré l'image de Massoud Pezeshkian, le président iranien, en train de signer. Et la lettre parle de cela. Il dit « la nation passionnée et loyale d'Iran ». Il s'adresse ainsi à elle, n'est-ce pas? Il la désigne de cette façon. Comme je vous l'ai informé, ou comme on vous l'a informé, un mémorandum d'entente a été signé entre le président de l'Iran et les États-Unis pour en arriver à cette étape. Les responsables, par sincérité et bonne volonté, ont fait beaucoup d'efforts et bien sûr, c'est le président des États-Unis qui, par désespoir, a utilisé divers mécanismes de pression pour cette affaire. Fondamentalement, il avait un avis différent, c'est-à-dire que Mokhtar avait un avis différent, mais en raison de l'engagement qui honorait le président. En tant que chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, faisant référence à Massoud Pezeshkian, il m'a donné, en son nom propre et au nom des autres membres, la sauvegarde des droits de la nation iranienne et du front de la résistance. Et il a explicitement accepté la responsabilité pour cela, sans autorisation. Autrement dit, il rend Massoud Pezeshkian responsable de tout ce qui pourrait arriver. Autrement dit, si l'accord échoue, ce sera la faute de Massoud Pezeshkian, tout comme Trump. Si l'accord échoue, c'est de sa faute. Si ça marche, c'est grâce à J.D. Vance. Pour Trump, si ça réussit, c'est grâce à lui, sinon c'est la faute d'un autre.
C'est pareil pour Mokhtar. Il dit, lui aussi a déclaré que si le côté américain veut aller trop loin, ils ne l'accepteront pas. À partir de ce moment, nous, c'est-à-dire vous, votre fière nation et ce humble serviteur, attendrons le respect des conditions établies. Il est clair que les futures négociations directes n'impliqueront pas l'acceptation de l'opinion de la nation. Nous espérons que les prières de notre Seigneur, que Dieu hâte sa venue, ne vous soient pas transmises. Le sujet religieux débute et le message se termine déjà, n'est-ce pas? Saïd Zaid Mokhtar Hosseini Amin, c'est le nom, et puis la signature à la fin. C'est la lettre que Mokhtar écrit le jour où, eh bien, il ne reste que quelques heures avant que l'accord soit signé, et que tout est très fragile et que n'importe quoi, apparemment, pourrait le faire échouer. Ça tient toujours, enfin, apparemment, mais ça continue, non? Tant que cela dure, le prix du pétrole baisse et les choses commencent à se calmer. Tellement que voilà, quand ça a commencé à arriver, le prix est descendu à 70 et le Brent est arrivé à 77 $ d'accord. Et le Texas est descendu à 73. En ce moment, le prix du pétrole est remonté à nouveau. Je ne sais pas si c'est à cause de supposés missiles ou à cause de certains commentaires qui ont été faits à ce sujet, aussi bien de la part de l'Iran que des États-Unis, qui semblent être sur le point de rompre. Actuellement, le pétrole est déjà à 80. Le Brent est à 80 et l'autre qui était à 73 est presque à 76, il est à 75,80 en ce moment. Ça veut dire que le pétrole a rebondi, n'est-ce pas? Ça peut être un va-et-vient des marchés ou bien il se passe quelque chose et, eh bien, ça va continuer comme ça, n'est-ce pas? En attendant, les signatures y sont visibles des deux côtés, c'est-à-dire que Massoud Pezeshkian lui-même ainsi que Trump ont publié l'image depuis hier, n'est-ce pas, de la signature. Donc la signature est là. Le Premier ministre pakistanais lui-même a aussi signé la lettre de Mokhtava, donc en assurant qu'il n'est pas vraiment d'accord. Mais bon, mais non, ça continue. L'accord continue et donc il donne la responsabilité à Massoud Pezeshkian. Et face à cela, eh bien, même en supposant que l'attaque du Hezbollah ait eu lieu comme on le dit, parce que cela commence à peine à apparaître sur certains réseaux, non. Attendons de voir si les médias israéliens évoquent cette attaque. Je suppose qu'ils le feront, si c'est le cas, non. Mais d'emblée, eh bien, comme il y a déjà plusieurs images, et aussi. Hezbollah a déclaré qu'ils ne vont pas se désarmer, que bon, dans tous les cas, ils suivront les indications que leur donneront les Iraniens, n'est-ce pas? Eh bien, face à cela, je pense qu'il faut s'attendre au moins à beaucoup de tensions d'ici à, dans les 3 ou 4 prochains jours donc, c'est-à-dire pour savoir vraiment si l'accord va continuer. L'Iran est très concentré sur le fait que les concessions accordées au Hezbollah soient complètes. Et cela donnerait beaucoup de pouvoir au Hezbollah dans toute la région de la Méditerranée, non? Il pourrait opérer, eh bien, maintenant avec la possibilité de continuer à s'armer sans qu'Israël ne fasse rien. En théorie, non. Je pense qu'Israël, s'il doit faire ce qu'il a à faire, va continuer à agir contre ce groupe radical, non? Pendant ce temps, au milieu de toutes ces nouvelles, terribles, une annonce très curieuse a été faite aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi un symbole que, eh bien, les choses vont continuer plus ou moins de la même façon là-bas en Iran. On annonce qu'une chanteuse iranienne qui chante sans voile, qui ose chanter sans voile, disons, a été condamnée à 74 coups de fouet. C'est-à-dire, j'imagine que c'est l'un de ces messages, non? Qu'ils veulent leur faire passer, comme pour dire qu'ils vont continuer sur la voie conservatrice, disons, ou même plus conservatrice. Ils vont continuer à l'intérieur du régime, n'est-ce pas? Le tribunal pénal de Qom aurait imposé 2 ans d'interdiction d'activité artistique et 2 autres années sans pouvoir quitter le pays. Cela concerne une chanteuse. La chanteuse s'appelle Parastu Hamadi et elle va recevoir 74 coups de fouet, n'est-ce pas? C'est la punition. Des coups de fouet, 2 ans sans exercer d'activité artistique et 2 autres années sans pouvoir quitter le pays. Tout ça pour avoir publié, sur YouTube, un concert où elle apparaît sans voile. La sentence vise aussi 8 membres de son équipe de production et les musiciens ayant participé à l'enregistrement. Tous recevront les coups de fouet. Tous vont donc recevoir ces sanctions. C'est vraiment terrible.
Eh bien, les choses restent les mêmes, non, en gros. Écoutez, cet individu que nous voyons ici serait un Mexicain soupçonné d'avoir participé à l'attaque ou à la tentative d'attaque contre la Maison-Blanche. Ils assurent qu'il serait le supposé cerveau, non? Ça m'a interpellé quand je vous ai montré ici les noms des suspects, qu'il y avait un homme latino et un autre latino par là. On sait maintenant qu'il est mexicain d'origine, un immigré qui était en situation irrégulière aux États-Unis. Il serait le suspect d'être le cerveau de la tentative d'attaque qui devait avoir lieu, soi-disant avec des snipers, des drones et je ne sais quoi d'autre, lors de l'événement de Donald Trump. L'UFC Freedom 250 qui s'est tenu le 14 juin dernier. Le département de la sécurité intérieure a confirmé qu'Alvarez, il s'appelle Abraham Hermosillo Alvarez, serait suspect. Il a 31 ans et il est soupçonné d'avoir planifié cela. C'est du moins ce qu'ils disent. Le FBI l'a arrêté le même jour, le dimanche 14 juin. À Omaha, Nebraska, où il utilise le pseudonyme de Shepard, c'est-à-dire bergère. Cela afin de coordonner un plan via des chats chiffrés. Selon les rapports, ils arrêtèrent des personnes dans cette région du Nebraska, dans l'Ohio, dans le Missouri et en Californie. Selon le département de la justice, les charges fédérales ont été officiellement retenues contre les 5 personnes pour conspiration, pour avoir prétendument commis des actes de violence sur le terrain de la Maison-Blanche, y compris la possibilité qu'ils commettent des meurtres. Alvarez est entré aux États-Unis enfant avec un visa de touriste. Lorsque son visa a expiré en 2001, il n'est pas retourné au Mexique. Le département de la sécurité intérieure a indiqué qu'en 2014, l'administration Obama lui a accordé une protection migratoire temporaire. C'est-à-dire, il faisait partie de la DAC, une mesure appelée action différée, pour les arrivants. Dans leur enfance, ces personnes ont toujours vécu là-bas. Beaucoup d'entre eux ne parlent même pas espagnol, je ne sais pas pour son cas, mais beaucoup d'entre eux sont déjà... En fait, beaucoup d'entre eux ne savaient même pas qu'ils n'étaient pas nés là-bas. Donc oui, c'est un choc très fort que vivent ces personnes. Ici, j'ai pu rencontrer certains qui ont fait partie du DACA, et oui, c'est vraiment très difficile pour eux de s'adapter, n'est-ce pas? Qui ne connaissaient pratiquement pas le Mexique, alors ils essaient de comprendre comment fonctionne le pays et d'essayer de s'adapter. N'est-ce pas? Évidemment, c'est quelque chose de très très difficile. Maintenant, évidemment, cela ne justifierait pas un niveau de violence. De ce niveau-là, donc si jamais c'est vraiment ce qu'ils disent que c'est, n'est-ce pas, qu'ils devront décider cela lors d'une enquête et, évidemment, il aura aussi le droit de se défendre. Il faudra attendre plus de détails, mais il l'accuse d'avoir planifié ces attentats qui n'ont jamais eu lieu, mais qui, évidemment, auraient pu se produire. Un autre sujet également important. Passons à un autre sujet. Voyez-vous, la NASA se trouve en ce moment dans une situation où elle va essayer de sauver le télescope spatial Swift pour qu'il ne tombe pas sur Terre. Ce serait une possibilité, car le secteur spatial serait en ce moment face à une mission de sauvetage. En gros, l'idée est de sauver le télescope spatial Neil Gehrels Swift. Il s'agit d'une rentrée imminente dans l'atmosphère terrestre. La NASA a approuvé le lancement d'un vaisseau développé pour la start-up Catalyst Space Technologies, afin d'essayer d'intercepter et de relever l'orbite de cet observatoire qui, pendant plus de 20 ans, a révolutionné la compréhension des phénomènes les plus extrêmes de l'univers. Ce télescope s'appelle Swift. Il a été lancé en 2004 et il est connu pour détecter des sursauts de rayons gamma. Il a également détecté des événements cosmiques à haute énergie. Mais ce qui se détériore dans cet observatoire spatial, c'est son orbite. Son orbite s'est détériorée et, face à cela, le risque qu'il tombe sur Terre est désormais imminent.
Ils vont faire un dernier effort pour essayer de le pousser et de le placer sur une orbite plus éloignée de la Terre afin que la Terre ne finisse pas par le faire s'effondrer. Nous en parlerons lors des prochaines mises à jour. On verra l'évolution. La NASA assure que le télescope restera opérationnel. S'ils parviennent à le pousser, disons, il restera opérationnel jusqu'en 2030. Ça pourrait même durer plus longtemps. Oui, mais bon, ce qu'ils vont essayer, ce sera essentiellement de la pousser, non ? C'est un vaisseau qui est déjà, en train d'effectuer le mouvement. Ce serait, comme ils le disent, un sauvetage inédit, non ? Un sauvetage semblable n'a jamais eu lieu, non ? D'un effondrement qui est sur le point de se produire. L'agence spatiale a attribué en septembre 2025 un contrat de 30 millions de dollars à Catalyst Space Technology. L'idée est de construire en un temps record un vaisseau robotique capable de relever l'orbite de ce vaisseau. Oui, c'est-à-dire, c'est cet observatoire spatial, non ? On va voir s'ils réussissent et sont dans les temps, non ? La mission vise une manœuvre inédite pour un satellite scientifique. L'opération Link devra localiser Swift dans l'espace, l'inspecter visuellement pour détecter les dommages causés par les débris et les micrométéorites, puis le saisir avec les 3 bras robotiques pendant 6 semaines. Il utilisera ses propres propulseurs pour élever progressivement l'observatoire jusqu'à une orbite de 600 km où il sera libéré pour poursuivre ses tâches scientifiques. Les ingénieurs reconnaissent que le risque est très élevé, car Swift. Il n'a jamais été conçu pour des amarrages ou des réparations en orbite. Alors, nous allons voir si ça fonctionne. Voici le télescope Swift, celui que nous voyons ici. C'est ça le télescope. Et là, regarde, ici ils mettent ce petit robot. C'est ce petit robot qui ferait ça, non ? Ou qu'il mettrait, disons, non. Alors, voyons si je peux le mettre ici sur ce... Comment ça s'appelle ? À l'endroit. Voyons, le voilà. Oui, c'est bien celui-là. Il est là. On va voir s'il y arrive, non ? On va voir s'il y arrive, mais on restera attentif dès qu'ils commenceront à donner des dates pour tout ça, non ? D'après ce qu'ils rapportent, ils sont un peu en retard là-dessus, mais bon, disons qu'ils vont essayer de le faire, non ? Faire ce mouvement. Quelque chose comme ça, regarde, ce serait quelque chose comme ça. Oui ? C'est-à-dire le saisir avec les bras. Il avait, je crois, 3 ou 4 bras. Et pousser, non ? Pousser là, non ? Bon, voyons voir. Ce n'est pas fait pour ça, non ? Mais bon, c'est possible, non ? Aucun autre télescope spatial n'offre la flexibilité d'observer des cibles avec la cadence et la réactivité du Swift. C'est donc un télescope unique, d'où leur volonté de le récupérer. Il a déjà 20 ans, mais il peut facilement mal fonctionner, non ? Bon, passons aussi aux autres sujets importants. Comment allez-vous ? Comment ça s'est passé pour vous ? Merci beaucoup de partager. Edilcia Blanca, grosse salutations. À Adilson, Déborah, comment vas-tu ? Grosse salutations. Qui d'autre restait là ? La Suisse n'y va pas, a dit l'Iran. Il a dit qu'elle n'y allait pas, comme. La Suisse n'y va pas. En fait, il y a un instant, le Premier ministre suisse est sorti pour dire que tout allait bien. C'est-à-dire que rien n'avait été annulé. Mais les Iraniens ont bien dit qu'ils étaient en train de voir s'ils allaient intervenir ou pas. Donc, il y avait des doutes sur leur participation. Avec cette lettre de Moctava, il semble que oui, n'est-ce pas ? Ils semblent déjà avoir l'approbation, même du guide suprême. Donc en théorie, ils vont venir, n'est-ce pas ? Et... Bon, c'est comme ça. Francisco Noarce, comment vas-tu ? Adilson, bonjour. Même si tout cela change constamment, n'est-ce pas ? Alors on va voir ce qui se passe, non ? Walter Osorio, comment vas-tu ? Merci pour le like. Emma, comment vas-tu ? Aurelio, salutations. Qu'est-ce que tu m'as envoyé ? C'est fou, non ? C'est-à-dire, il y a un instant, Aurelio m'a envoyé quelque chose. Sujet sur les incendies. J'en parlerai dans une autre émission, car on discutera aussi de la Floride et d'autres régions des États-Unis. Apparemment, il y a aussi des incendies au Nouveau-Mexique, non, Aurelio ? On le partagera et en parlera tout à l'heure, comme tu disais. Allons-y, passons rapidement au prochain rapport. Nous allons voir une image qu'un astronome chinois aurait capturée.
Nous abordons maintenant les incendies évoqués par Aurelio, notamment en Floride. Passons aux détails et merci de partager ce moment avec nous. Et, nous vous tiendrons au courant tout au long de la journée de l'évolution de cette situation. Aujourd'hui, le Mexique joue, d'ailleurs. Donc, à 20h, il n'y aura pas de direct aujourd'hui parce que c'est l'heure du match et, beaucoup de monde va le regarder. Donc, probablement, on va le faire un peu plus tard, ou même beaucoup plus tard parce que, il faudra attendre la fin du match, non? Si on pouvait le faire avant, on le ferait, mais je ne suis pas sûr, c'est compliqué. Ici, on subit une incroyable vague de chaleur. Hier, on était à 43 degrés. Et aujourd'hui, là tout de suite, on est encore à 43 en ressenti. Et il y a des alertes partout. À chaque instant, on reçoit des alertes nous disant de faire attention parce qu'on n'avait jamais eu ce genre de chaleur, ça nous a vraiment surpris hier. En fait, hier, nous étions dehors à cette heure-là, à 43 degrés, et il y a eu quelques personnes qui se sont senties un peu mal, là où nous faisions de l'exercice ce jour-là. Et ça m'a frappé, même moi, j'ai dit « Oh, c'est fou !» En rentrant, j'ai vu une alerte Google annonçant 43 degrés en sensation thermique. J'ai dit « Pas étonnant, n'est-ce pas ?» Parce que oui, c'est vrai, en fait, j'ai annulé une partie de l'exercice. J'ai dit « Vous savez quoi ? Oui, non, aujourd'hui non. » Et jamais je n'annule. Je veux dire jamais. Et je ne sais pas, j'ai simplement annulé. J'ai dit non, cette partie-là, non. Je n'ai pas fait la dernière partie. Et je ne me sentais pas mal, mais c'est vrai que je sentais une ambiance un peu étrange, honnêtement. Très peu de gens faisaient de l'exercice, et après j'ai compris pourquoi. Je me suis dit, ah ben voilà, c'est pour ça mec. On est tous grillés en ce moment, on est complètement cramés. Allez, on y va maintenant. Passons à autre chose, passons au prochain reportage. Allons-y.